Ici Christian Walter de l'Institut Agro de Rennes. Bonjour à tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous accueillir dans ce webinaire qui est organisé de façon conjointe par l'Association française pour l'étude des sols et le Réseau national d'expertise scientifique et technique, Ernest. Donc, merci à Michel Brossard, président de l'Association française pour l'étude des sols, et à Flavien Poinceau du Ernest pour la contribution à l'organisation de ce webinaire. Donc l'objectif de ce webinaire est de vous présenter la nouvelle mission Santé des sols et alimentation qui a été retenue dans le nouveau programme cadre Horizon Europe. Pour cela, nous avons 3 conférenciers qui vont intervenir successivement. D'abord Marion Bardy, qui est chef du bureau de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Jean-François Soussana, qui est vice-président pour l'international à l'INRAE et qui est membre du comité de la mission qui va vous être présentée, et Antonio Bispo, qui est également de l'INRAE et dirige l'unité Infosol d'Orléans, chargée de la gestion et de la diffusion des données sols en France. Donc nous allons avoir un exposé d'environ 3/4 d'heure et ensuite un temps de discussion. Et donc je donne directement la parole à Marion Bardy pour introduire l'exposé. Bonjour à tous, je mets ma webcam. Bonjour à tous et merci Christian et merci Michel Brossard également pour avoir accepté d'organiser dans le cadre des webinaires AFES cette présentation de la mission Santé des sols et alimentation. Moi, je vais vous présenter le contexte de la mise en place de cette mission et le rôle que j'ai en fait dans la mise en place de cette mission, c'est d'être un des 2 représentants de la France dans le groupe des États membres qui préparent cette mission. Donc, tout d'abord, cette mission, donc la diapo suivante, elle s'intègre dans le programme cadre Horizon Europe. Donc, c'est le prochain programme cadre de recherche de l'Union européenne qui se déroulera de 2021 à 2027. Donc, c'est lui qui va prendre la suite d'Horizon 2020 à partir du 1er janvier. Donc, ce programme cadre, il est organisé tout comme l'est Horizon 2020 en 3 piliers, avec un pilier 2 qui concerne des challenges globaux et dont le cluster 6, donc un cluster thématique, concerne l'alimentation, la bioéconomie, les ressources naturelles, l'agriculture et l'environnement. Cet été, les chefs d'État se sont mis d'accord sur un budget global pour la prochaine programmation européenne. Et donc, parmi ce budget, il y a 90 milliards d'euros qui seront consacrés à ce programme Horizon Europe, dont un peu plus de 5 milliards qui viendront du plan de relance de l'Union européenne. Et en ce qui concerne le cluster qui va être lié à alimentation, bioéconomie, ressources naturelles, agriculture et environnement, à ce stade des négociations, qui ne sont cependant pas finalisées, ce sont presque 10 milliards d'euros qui seraient consacrés à ces sujets. Et donc, ce pilier 2, il va être mis en œuvre, donc comme dans Horizon 2020, par le biais d'appels à projets, encore appelés call, par le biais de partenariats. Donc, c'est ce qu'on connaissait au niveau de Horizon 2020 sous le terme d'ERANET. En fait, différents États membres se mettent d'accord entre eux pour lancer des appels à projets conjoints avec un soutien de la Commission européenne. Ce sera plus des ERANET dans Horizon Europe, mais il y a de nouveaux instruments de partenariat qui vont prendre le relais. Et dans ce pilier 2, un nouvel instrument est apparu, ce sont les missions, qui lui n'avaient pas de précédent d'équivalent au niveau d'Horizon 2020. Diapo suivante. Les missions, comme je le disais, c'est une nouveauté dans Horizon Europe. Et elles sont nées de la volonté de rapprocher la recherche et l'innovation de la société. Donc cette volonté, c'était une volonté de la Commission qui a mandaté un professeur italien qui s'appelle Mariana Mazzucato pour la conseiller sur ce qui pourrait être mis en œuvre dans le prochain programme cadre de recherche.
Et donc, le rapport que vous voyez sur la diapo, donc le rapport Matsukato qui a été publié, remis à la Commission en mars 2018, a donc proposé la mise en place de ces missions. Alors, qu'est-ce que c'est une mission? Ça peut se définir comme un ensemble coordonné d'actions de recherche-innovation pour atteindre un but commun. Et en fait, l'exemple qui est donné dans le rapport et qui est donné par la Commission dans sa communication sur les missions, c'est la mission Apollo, envoyer un homme sur la Lune. Donc c'est un projet très ambitieux, mais qui pour se réaliser doit rassembler un grand nombre d'initiatives coordonnées dans différents domaines. Donc les caractéristiques des missions qui sont attendues dans Horizon Europe. Donc, c'est d'être audacieux et stimulant, d'avoir une grande pertinence pour la société. Ça a été un point essentiel dans les discussions. Ça doit vraiment être des sujets qui touchent le quotidien des citoyens européens. Les missions, elles doivent avoir un objectif ambitieux tout en étant réalistes. Elles doivent susciter de l'innovation de manière transversale aux disciplines. Tout à l'heure, je vous ai montré que le pilier 2 était découpé en ce qu'on appelle différents clusters thématiques. Le but, c'est vraiment que les missions soient transversales à ces différents clusters. Elles doivent être transversales au secteur et également toucher vraiment un grand nombre d'acteurs, et y compris les citoyens européens, avec une approche ascendante, une approche bottom-up pour trouver des solutions multiples et correspondant à des réalités de terrain. Et donc, vraiment, cet aspect engagement du citoyen va être très important dans ces missions et très important pour la Commission européenne. Et c'est une des raisons pour lesquelles il nous semblait aujourd'hui essentiel de présenter à la communauté française ce qui se préparait dans le cadre de ces missions, et en particulier sur le thème des sols. Donc là, la diapo suivante montre qu'en fait, donc dans le cadre des négociations qui ont eu lieu pour Horizon Europe, ce sont 5 grands domaines de mission qui ont été définis. Donc initialement, 4 domaines étaient proposés. Donc un domaine sur le cancer, un domaine de mission sur la santé des sols et l'alimentation, un domaine de mission sur les villes neutres pour le climat et intelligentes, un domaine de mission sur la santé des océans, des mers et des eaux côtières et continentales. Sous l'impulsion de la France, un 5e domaine de mission a été mis en place, qui est adaptation au changement climatique, incluant la transformation de la société. Donc ces 5 grands domaines en soi ne répondent pas aux caractéristiques que je vous ai indiquées tout à l'heure. C'est vraiment des grands cadres au sein desquels il va être nécessaire de définir des missions avec des objectifs ambitieux, chiffrés, avec un délai temporel, etc. Et donc, ce qu'on peut voir là, dans ces 5 grands domaines de mission, c'est qu'en fait, le domaine de mission santé des sols et alimentation est fortement relié à tous les autres domaines de mission. La diapo suivante donc, vous présente finalement dans le calendrier de mise en place des missions où on en est. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en mars 2018 a été publié le rapport Matsukato qui a posé les bases en fait de la mise en place des missions. Ont eu lieu ensuite, dans le cadre des négociations globales sur le programme cadre, une validation par la Commission, le Conseil et le Parlement européen des grands domaines de mission que je viens de vous présenter. Ensuite, pour donner corps aux missions et donc faire des propositions détaillées d'objectifs qui pourraient être qu'on pourrait se donner au niveau européen dans le cadre de ces missions, ont été mis en place des comités d'experts donc qui s'appellent des mission boards. Donc, ce sont sur la base d'un appel à candidature, 15 experts ont été sélectionnés au niveau européen pour chacun des domaines de mission. Et donc, Jean-François Soussana est un des experts retenus pour le domaine de mission santé des sols et alimentation. C'est le seul expert français qui est dans ce comité d'experts. Mais il y a aussi un deuxième cercle d'experts dans lequel figurent 2 autres experts français, donc Christian Huyck et Daniel Naon, et qui peuvent être sollicités par le Mission Board.
Donc, ce Mission Board s'est réuni de façon mensuelle depuis sa nomination fin 2019 et a produit juste avant l'été un rapport intermédiaire avec des premières pistes déjà bien étayées pour la proposition de mission Caring for Soil is Caring for Life que va vous présenter Jean-François ensuite. À ce stade-là, l'avis des États membres a été sollicité. Donc, avec mon collègue Frédéric Lapéry du ministère de la Recherche, on a coordonné une position de la France sur cette mission, qui a donc été transmise à la Commission européenne, transmise au Mission Board, qui a amendé son rapport pour le remettre officiellement à la Commission européenne fin septembre à l'occasion de ce qui s'appelait les R&I Days, les journées de la recherche et de l'innovation européenne. Donc voilà où on en est. Et en fait, donc la suite, il n'est pas certain que dès la première année du programme Horizon Europe, toutes les missions, l'ensemble des 5 missions qui ont été proposées puissent être mises en place. Donc la Commission est en train d'instruire les propositions qui ont été faites par les 5 mission boards des 5 missions et elle annonce pour décembre une décision quant aux missions qui seraient lancées dès le démarrage d'Horizon Europe, les autres ayant vocation à démarrer un petit peu plus tard. Donc, nous espérons que cette mission sera retenue au mois de décembre. Et donc ensuite, on n'a pas encore toutes les clés en main, mais elle devrait se décliner sous la forme, en particulier, d'appel à projet dans le cadre du cluster 6, voire d'autres clusters du deuxième pilier d'Horizon Europe. Je vous remercie et je passe la parole à Jean-François. Oui, merci Marion, et je voulais également remercier la FES et le Ernest pour cette invitation à présenter ce domaine de mission, ce projet de mission dans le cadre des webinaires. Vous voyez qu'il s'agit donc d'une mission qui a une forte ambition, puisque l'objectif serait de restaurer des sols sains à raison de 75% des sols européens d'ici à 2030, et ceci pour une alimentation saine pour le climat, la nature et les humains. Diapositive suivante. Donc nous étions 15 dans ce comité sous la présidence de Kees Verman. Kees est un économiste qui avait travaillé avec Wageningen, qui est aujourd'hui à la retraite et qui a été ministre de l'Agriculture aux Pays-Bas. Et nous avions également une vice-présidente portugaise qui est une universitaire plutôt dans le domaine des systèmes de culture, des systèmes agricoles. Une composition assez diversifiée de cette mission, enfin de ce comité, avec en particulier un agriculteur en Autriche, par exemple, et puis des représentants du secteur privé, donc des gens qui ont des profils sensiblement différents, certains ayant été plutôt dans des organisations internationales comme le CGIAR. La méthode de travail qui a été demandée par la Commission consistait à fixer l'objectif général que je viens de vous présenter, restaurer 75% des sols de manière à ce qu'ils soient sains en 2030. Cet objectif a été préparé par un rapport, disons, qui était à partir d'un atelier de prospective et à partir, bien sûr, des contributions des différents membres de la mission. On a travaillé ensuite sur les indicateurs. Comment peut-on vérifier que l'on progresse sur la santé des sols, sur les objectifs plus détaillés de la mission et sur l'évaluation de ce projet par rapport aux critères généraux qui ont été introduits par Marion concernant les missions. Diapositive suivante. Alors, les besoins d'une mission qui consisterait à prendre soin des sols pour prendre soin de la vie, puisque c'est le titre en anglais, traduit littéralement, je crois que vous les comprenez assez bien. Les sols sont à la base de l'alimentation. Ils délivrent un ensemble de fonctions écosystémiques interconnectées en lien avec la régulation de l'eau, la biodiversité, les nutriments, le changement climatique, les paysages, les aménités par exemple, les services culturels. Et puis, bien sûr, le sol est une ressource qui est rare, qui n'est pas renouvelable. Nous savons, et c'est un point sur lequel je vais revenir, que les sols sont menacés en Europe
finalement plus que ce que l'on aurait pu percevoir au début de la mission, puisqu'avec le GRC, on a estimé que de 60 à 70% des sols européens ne sont pas en bonne santé. On va revenir sur les critères, les indicateurs qui permettent de dire ça. Et ceci en conséquence des pratiques de gestion actuelles, mais aussi des effets indirects de la pollution atmosphérique, du changement climatique. Un point important, c'est que nous avons travaillé un petit peu en amont de l'annonce des stratégies du Pacte vert par la Commission, stratégie de la ferme à la table, stratégie biodiversité, forêt, zéro pollution, climat. Et nous avons donc pu vérifier que ce que nous proposions était bien aligné avec ces stratégies européennes. Diapositive suivante. Donc, je reviens ici sur les indicateurs de la santé des sols. Alors, il faut bien partager avec vous le fait que ce concept de santé des sols est pratiquement absent de la littérature scientifique. C'est plutôt un concept anglo-saxon. Il est peu présent, à mon avis, en France jusqu'à présent. Mais comme vous avez pu le voir dans l'introduction de Marion, c'est bien ce qui nous avait été demandé, c'est-à-dire de travailler à partir de la restauration de la santé des sols, pas forcément de la qualité des sols, puisque la qualité des sols, c'est encore un autre objet qui dépend de la nature des sols. Donc, nous avons finalement défriché ces indicateurs de la santé des sols, ces dimensions, en dégageant 5 indicateurs qui sont strictement liés au sol. Donc, avons-nous dans un sol donné des polluants, des excès de nutriments, une salinisation? Quel est l'état du carbone organique du sol? Et évidemment, il faut tenir compte de la nature du sol, mais aussi de la nature de l'écosystème dans lequel il est inséré. Quelle est la structure du sol, dont des critères de densité apparente, mais aussi en lien avec l'imperméabilisation, les risques d'érosion. La biodiversité du sol, le pH, les nutriments, et puis au-delà de ces 5 critères qui sont directement reliés au sol, 3 critères qui sont plutôt l'environnement du sol, la couverture végétale, quelle est la durée annuelle, par exemple, de couverture des sols, c'est tout de même un indicateur, puisqu'un sol qui est laissé à nu va être soumis à de l'érosion, par exemple. Le paysage dans lequel il est inséré, on pense que la diversité des éléments du paysage et la manière dont ces éléments sont distribués influence la biodiversité, le cycle de l'eau, l'érosion. Donc c'est aussi quelque chose à prendre en compte. Et puis la nature et l'abondance du couvert forestier, avec aussi des critères sur la gestion de la forêt. Alors évidemment, avoir 8 critères, dont 5 directs, 3 plutôt indirects, ça n'est pas très commode pour établir ce qu'est la santé des sols. Et dans un premier temps, on avait avancé qu'il faudrait que tous les critères soient satisfaits pour qu'un sol soit jugé sain. Puis on a eu pas mal de critiques et on est resté sur, disons, une définition un petit peu plus large, donc qui doit être précisée évidemment par la suite des travaux. Il est important d'indiquer que les mesures qui seront faites sont spécifiques du sol considéré. On sait bien que, par exemple, la densité apparente ou le carbone, ça dépend aussi du type de sol. Et puis, comme je vous disais, on a un objectif d'intégration dans une mesure globale de la santé des sols, sans qu'aujourd'hui on ait une définition très claire dans le document de comment on va procéder à cette intégration. Diapositive suivante. Donc, si l'on revient sur les menaces sur les sols, en collaboration avec le JRC, donc le Centre commun de recherche de la Commission, on a pu observer que la dégradation des sols est largement répandue au sein du territoire de l'Union, qu'il y a des pressions directes, mais aussi indirectes du fait de la pollution, du changement climatique. Alors, si l'on revient sur les chiffres, 25 à 30% des sols de l'Union sont actuellement en train de perdre du carbone, d'être soumis à un excès de nutriments, de s'éroder, d'être tassés, de souffrir de salinisation. Et ces différents processus sont parfois combinés. C'est principalement sur les terres agricoles qu'on a ces problèmes, mais pas uniquement. Et en complément, 30% de sols non agricoles s'érodent à des niveaux qui ne sont pas durables. On peut également indiquer que près de 13% des terres non agricoles sont soumises à différentes pressions, qu'il s'agisse de la surexploitation des tourbières, le drainage par exemple, des faibles teneurs en carbone, le tassement, de la pollution, de l'imperméabilisation, ou encore une combinaison avec de l'érosion. Alors là où nous avons en Europe une inconnue, c'est le niveau de contamination
et comment finalement les différents déchets sont gérés. Ça fait partie des choses où on a le moins de connaissances. Donc quand on prend, si vous voulez, l'ensemble de ces problèmes, on arrive à l'indication que 60 à 70% des sols de l'Union européenne sont en fait en mauvaise santé au titre de l'un ou l'autre des critères que je viens de mentionner. Diapositive suivante. Alors ici, on revient sur la pertinence de la mission pour les politiques publiques et on peut dire sans crainte qu'elle est très pertinente. C'est-à-dire que lorsque l'on prend d'une part les objectifs du développement durable, vous savez que par exemple le carbone du sol, c'est directement la cible 15.3 de l'objectif du développement durable 15, la vie sur Terre. Et puis en ce qui concerne l'Europe, on voit qu'on est très aligné finalement avec un ensemble de stratégies, qu'il s'agisse de la stratégie biodiversité, restaurer les sols, c'est contribuer largement à la biodiversité, la stratégie de la ferme à la table qui prévoit de réduire les pressions sur les sols, les stratégies sur la forêt, sur zéro pollution, mais aussi sur le changement climatique, puisque, vous le savez, le carbone du sol, c'est un enjeu. Cela peut permettre à la fois d'avoir, par un stockage, une séquestration de carbone dans le sol, un effet sur la mitigation, l'atténuation du changement climatique. Cela peut aussi fournir une des pistes pour l'adaptation au changement climatique des écosystèmes et de l'agriculture. Bien sûr, il s'agit de mesures qui devraient être soutenues par la PAC, la politique agricole commune, qui rentre très bien dans le cadre d'une bioéconomie circulaire et d'une directive cadre sur l'eau, puisque les pollutions des sols peuvent rapidement se traduire en pollution de l'eau. Donc, finalement, la mission de ce point de vue est très bien intégrée. Et d'ailleurs, elle est mentionnée directement dans les stratégies biodiversité et dans la stratégie de la ferme à la table du pacte vert, puisqu'il est dit qu'une mission facilitera le déploiement de solutions pour restaurer la santé des sols et les fonctions associées. Diapositive suivante. Merci. Bon, l'urgence à agir, je crois que je n'ai pas besoin de vous convaincre, mais il faut rappeler qu'on a 2,8 millions de sites qui sont potentiellement contaminés. Seulement 24% d'entre eux sont inventoriés dans l'Union européenne. Donc, c'est dire à quel point il y a des menaces, et même des menaces que l'on ne connaît pas vraiment. 65 à 75% des sols agricoles ont des apports de nutriments excessifs, donc qui pourraient potentiellement renforcer l'eutrophisation de l'eau. Et puis, ces sols agricoles perdent du carbone. On a des connaissances qui ne sont pas suffisantes, mais l'estimation du GRC, c'est une perte de l'ordre de 0,5% par an. Et 50% des tourbières sont aujourd'hui drainées, donc elles perdent beaucoup de carbone. Et c'est un flux de CO2 tout à fait excessif de ce fait. Un quart des terres sont soumis à des niveaux d'érosion qui ne sont pas durables. Et puis un quart des terres ont aussi un risque élevé, voire très élevé de désertification. C'est un terme qu'on n'utilise peut-être pas suffisamment en France, mais qui touche l'Europe du Sud, d'ores et déjà, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. Et finalement, avec le changement climatique, ce risque de désertification, il est très large. Et le potentiel de production agricole est en fait tout à fait menacé, tant qu'une part importante de l'Europe, dont finalement pratiquement toute la France. Les coûts donc associés dès aujourd'hui à la dégradation des sols dans l'Union européenne excèdent 50 milliards d'euros par an. Et il est dit dans la mission que le processus de dégradation des sols, en fait, sous la menace également du changement climatique, peut mener à un effondrement des paysages ou des écosystèmes. Donc, en fait, quelque chose qui n'a pas été suffisamment chiffré, qui, à mon avis, devrait constituer une étape suivante, ce serait de vraiment modéliser, simuler en quoi la restauration de la santé des sols peut permettre d'éviter tout un ensemble de menaces dans un contexte où on est soumis au changement climatique, mais aussi à des taux aujourd'hui d'imperméabilisation, de dégradation importants. Qu'est-ce que ça va changer de mettre en place la mission, y compris au niveau socio-économique? Diapositive suivante. Donc, l'objectif, vous l'imaginez, a été beaucoup débattu. Il a été tranché par notre président. Je ne sais pas s'il y avait au fond un consensus complet dans le groupe. C'est d'ici à 2030 d'avoir 75% des sols de chaque État membre qui seraient en bonne santé, c'est-à-dire en capacité de fournir l'ensemble des services écosystémiques essentiels. Et vous notez du coup qu'on augmente de 100%
les sols en bonne santé en Europe en seulement 10 ans, ce qui évidemment est extraordinairement ambitieux. Alors les objectifs spécifiques incluent restaurer la moitié des terres dégradées, conserver les stocks de carbone organique lorsqu'ils sont élevés, donc les sols de forêt, de prairies, les tourbières, et puis lorsque ces stocks sont faibles, par exemple dans les grandes cultures, les augmenter de 0,1 à 0,4% par an. Donc, avec une certaine fourchette, vous retrouvez l'objectif de la mission 4, enfin de l'initiative 4 pour 1000, qui se réfère à une augmentation de 0,4% par an. Parvenir à zéro artificialisation nette des sols, ce qui suppose de réutiliser les sols urbains pour le développement urbain, avec un changement complet dans les taux que l'on a aujourd'hui, parvenir à 50% de réutilisation de sols urbains. Réduire la pollution des sols, ce qui est là aussi très difficile parce qu'en fait, on sait que décontaminer les sols, ça coûte très cher, et avoir un doublement du taux de restauration des sites pollués, et avoir une prévention de l'érosion sur 30 à 50% des terres ayant un taux d'érosion non soutenable, ce qui renvoie au-delà des terres agricoles, où il y a des mesures que l'on connaît sur la couverture des sols, en fait à des actions spécifiques de lutte contre l'érosion qui là aussi peuvent être assez coûteuses. Améliorer la qualité de l'habitat pour la biodiversité du sol, en ayant par exemple essayé d'éviter la compaction sur une grande partie. Et puis un point sur lequel je crois qu'il faut beaucoup insister, c'est de réduire l'empreinte qu'a l'Union européenne via ses importations de bois, par exemple, mais ses importations d'alimentation, je ne sais pas, ça manque sur la diapo, sur la dégradation des sols. Aujourd'hui, nous importons de la déforestation. Nous importons de la déforestation avec le soja qui vient du Brésil, qui pour partie vient de zones récemment déforestées. Nous l'importons aussi à travers l'extraction de bois des forêts tropicales ou encore à travers le développement des plantations. Et il ne s'agit que de quelques exemples. Nous avons aussi des importations de café, de cacao, avec, disons, des systèmes de production agricole qui ne sont absolument pas durables dans les régions considérées et qui se traduisent par un épuisement des sols. Donc, il y a, de ce point de vue, un objectif encore beaucoup plus ambitieux au-delà de l'Union européenne. Diapositive suivante. Alors, en quoi consiste la mission? Elle est construite autour de briques de base. Donc, évidemment, un programme de recherche et d'innovation qui se veut multi-échelle, transdisciplinaire, c'est-à-dire co-construit avec les acteurs. Et de ce point de vue, l'outil qui s'est dégagé, c'est d'avoir une forme de recherche-action dans des laboratoires du vivant, c'est un terme un peu importé là aussi, les Living Labs, qui sont des lieux où on a des agriculteurs, des porteurs d'enjeux et des chercheurs qui travaillent ensemble au développement de solutions. Et ce que nos amis néerlandais appellent les lighthouses, les phares, littéralement des fermes pilotes, si vous voulez, qui correspondent à des agriculteurs en fait qui ont des pratiques très alternatives, très en avance par rapport à ce qui est fait habituellement. Donc on a évidemment besoin pour faire tout ça d'un ensemble d'indicateurs et d'un programme de surveillance des sols. On va y revenir, je crois, à travers l'exposé d'Antonio, dans chaque État membre et au niveau de l'Union européenne. Et bien sûr, tout ceci ne peut se faire que s'il y a une conviction partagée de l'ensemble des citoyens en Europe, ce qui suppose un énorme effort de communication et d'engagement. Diapositive suivante. Oui, merci. C'est laquelle? C'est celle-ci. Hein. Donc, évidemment, c'est Living Lab, donc je l'ai expliqué, c'est ces programmes transdisciplinaires qui peuvent être mis en place. On voudrait qu'ils soient mis en place dans des régions, de manière à ce qu'il y ait des réseaux en fait, de ces Living Labs. On peut mentionner en France que nous avons déjà des expérimentations ambitieuses, par exemple les territoires d'innovation qui ont été financés par l'État, avec certains d'entre eux qui se consacrent déjà à des questions liées au sol. On pourrait citer l'exemple du projet de Dijon Métropole, qui est un projet sur une alimentation durable, avec des pratiques agroécologiques et des pratiques de restauration des sols. Donc ces fermes pilotes, là aussi, pour démontrer des solutions, avoir de la formation, de la communication, et donc des objectifs ambitieux pour les régions européennes qui ainsi se traduiraient par 1000 à 2000 laboratoires du vivant ou fermes pilotes comme incubateurs et démonstrateurs du changement. Diapo suivante.
Merci. Donc, en quoi consiste la mission? On a également la nécessité d'avoir des réformes des politiques publiques qui, d'ailleurs, correspondent bien aux objectifs des stratégies du Pacte vert, mais dans quelle mesure seront-elles mises en œuvre par la réforme de la PAC, par éventuellement des éléments de législation sur les sols? Vous savez bien sûr que la directive sur les sols proposée par la Commission a été pour le moment abandonnée, un paquet sur l'économie circulaire, et puis le rôle des consommateurs, des mécanismes de marché, des industriels, sur, par exemple, des filières qui protégeraient les sols, qui restaureraient les sols. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup, en fait, le secteur agroalimentaire, qui s'engage, au moins en déclaratif, sur la régénération, une agriculture régénérative. C'est un terme qui revient souvent dans les discours des entreprises. Il nous faut aussi réfléchir à des services de conseil indépendants. Vous savez qu'on peut critiquer parfois la manière dont le conseil agronomique parvient aux agriculteurs, parce qu'il peut être contrôlé finalement par des structures privées qui ont aussi un rôle dans la commercialisation de produits, et avoir des plateformes d'information qui soient très transparentes, très développées et interactives pour les gestionnaires des sols. Diapo suivante. Alors évidemment, si on arrive à faire tout ça, on peut avoir beaucoup d'impacts, des impacts y compris sur la chaîne alimentaire, puisque on voit bien qu'en matière d'agriculture, c'est une transformation de l'agriculture qui est nécessaire pour restaurer la santé des sols et qui peut avoir des bénéfices aussi en termes de nutrition. On voit que les pratiques seraient alors dans le domaine de l'agriculture, de la forêt, mais aussi dans la gestion des zones urbaines. On voit qu'il y a un verdissement des villes possible, qu'il peut y avoir des friches industrielles qui soient repensées pour protéger les sols. Donc, on irait vers un renforcement général de l'utilisation des services des sols, et cela peut s'accompagner de nombreux co-bénéfices. Finalement, on s'inscrit très bien dans le courant plus général des solutions fondées sur la nature, qui sont défendues souvent dans le cadre des objectifs du développement durable par les conventions sur la biodiversité ou le climat. Donc, une production primaire qui serait plus résiliente. Là encore, il reste à quantifier ce qu'apporterait la santé des sols par rapport à l'adaptation au changement climatique, mais je pense qu'on a vraiment à gagner. Et puis une prise de conscience accrue des consommateurs et de la société, du point de vue de leur empreinte sur les sols, et donc du rôle que chacun peut avoir pour préserver cette ressource vitale. Et comme je le disais également, il s'agit de réduire l'empreinte globale qu'a l'Union européenne sur les sols. C'est une dimension à laquelle on réfléchit déjà, au regard du changement climatique. On parle beaucoup de réduire l'empreinte carbone, et là, il s'agirait de manière associée de réduire l'empreinte sur la santé des sols. Diapo suivante. Donc, le programme de travail, si la mission est bien lancée et bien adoptée, au-delà d'une phase de design partagé qui doit impliquer l'ensemble des directions de la Commission, bien au-delà, bien sûr, de la direction de la recherche. Et d'ailleurs, c'est l'esprit dans lequel la Commission a travaillé avec nous. C'est d'avoir, par exemple, un lancement de ces Living Labs, de ces Lighthouse, de ces fermes pilotes. Puis on passerait à une phase d'implémentation partagée avec les autorités régionales en Europe, et on développerait la recherche et l'innovation. On aurait un renforcement du conseil, et puis on aurait bien sûr un développement de programmes d'évaluation de l'ensemble de ces actions et de la communication, de l'engagement avec les citoyens, des dialogues avec les décideurs politiques et avec bien sûr l'ensemble de la société. Diapo suivante. Voilà, donc quelques exemples de tentatives de communication qui ont été réalisées, par exemple pour la journée sur les sols, des événements y compris au Salon de l'agriculture, des questionnaires, avec le programme européen d'innovation agricole également, des campagnes d'information. Tout ceci est bien, mais assez clairement n'est pas à la hauteur, disons, du changement dans la prise de conscience sur les sols qui devrait avoir lieu avec les citoyens européens. Diapo suivante. Voilà, je vous remercie. Et je crois que je passe la parole directement à Antonio, qui va nous présenter comment on a déjà travaillé sur cette question de santé des sols en France.
Bonjour. Donc, la question qui était posée, c'était de mettre en perspective ces travaux de la mission avec le cas français. Et donc, c'est ce qu'on a essayé de construire avec Marion et Jean-François. Donc, d'abord, vous présenter l'organisation nationale, puisque on pense que c'est important aussi de vous préciser dans quel cadre tout cela se fait, puisque Jean-François vient d'en parler, ça va demander la mise en place d'un redéploiement sur le territoire d'un ensemble d'actions. Et parmi ces actions, il y a des actions qui concernent la surveillance de l'état des sols. Et donc, au niveau national, tout ça est organisé à travers le groupement d'intérêt scientifique sur les sols. Donc, c'est un groupement d'intérêt scientifique qui a été créé en 2001. Donc, il regroupe les deux ministères, agriculture et puis écologie. Il regroupe l'IGN et les deux agences, Agence de l'environnement, l'ADEME, et puis l'Office français de la biodiversité. Et puis, les instituts de recherche que sont INRAE, IRD pour Outre-mer et en cours d'adhésion au GIS-Sol, le BRGM, qui devrait rentrer dans le GIS-Sol l'année prochaine. Et donc, on traiterait du continuum de tous les types de sols en France, que ce soit des sols urbains, cités sols pollués, mais également sols agricoles, sols forestiers. Les objectifs du GIS sont donc d'acquérir et de capitaliser les données sur les sols en France et d'estimer l'évolution de la qualité des sols, donc de faire l'inventaire cartographique et de surveiller les sols, et de mettre à disposition les données et de contribuer également à l'expertise nationale et à la représentation internationale de la France. Et donc, en parallèle, a été créée à Orléans l'unité de service Infosol qui a pour but de piloter, de coordonner les programmes du GIS. Donc, 4 grands programmes, beaucoup, très certainement d'entre vous les connaissent, donc je ne vais peut-être pas m'appesantir sur ces différents programmes, à savoir qu'il y a 2 programmes qui concernent l'amélioration de la connaissance des sols et la surveillance des sols en France. Donc IGCS pour inventaire, gestion et conservation des sols, et RMQS, réseau de mesure de la qualité des sols. Et donc là, c'est l'idée de mieux connaître les sols et de les surveiller. Donc Jean-François a parlé du besoin de surveillance des sols à l'échelle européenne. Et puis deux autres programmes qui concernent la capitalisation d'analyse de sols qui sont réalisés en France. Donc la BDETM, la banque de données des éléments traces métalliques, et puis la BDAT, la banque de données des analyses de terre. Alors, quelles sont les données qu'on a disponibles à travers ces différents programmes? En fait, pour la BDAT, par exemple, vous avez ici une carte de France dont le nombre de données disponibles par canton est exprimé là par les couleurs. Vous voyez qu'on a beaucoup de données sur la BDAT, et donc ce sont essentiellement des échantillons de surface. Ce sont des analyses à vocation agronomique qui sont collectées auprès des laboratoires d'analyse, et toutes ces analyses ensuite sont restituées à l'échelle cantonale. Pour la BDETM, vous voyez qu'il y a des trous, il y a des endroits où on n'a pas de données, puisque là, ça dépend des données qu'on a récupérées suite à des informations sur les plans d'épandage. Et donc, ça dépend où ces données sont renseignées, comment elles sont renseignées, et s'il y a forcément des plans d'épandage derrière. Donc là, c'est encore une fois des échantillons de surface, et c'est des analyses plutôt à vocation environnementale, notamment on a beaucoup d'analyses sur les éléments traces métalliques. Autre source de données que sont les deux grands programmes IGCS et RMQS. Donc là, ce sont à la fois des échantillons de sol en surface, mais également des profils de sol. Et on dispose à la fois de caractérisation agronomique et de caractérisation environnementale. Et je voudrais signaler notamment le dispositif RMQS, le réseau de mesure de la qualité des sols, dont sa vocation est vraiment de surveiller l'état des sols, avec un suivi tous les 15 ans où on prélève sur les mêmes sites. La deuxième campagne de prélèvement est en cours depuis 2016. Donc, on a une première campagne qui s'est étalée globalement de 2000 à 2010. Et puis, la nouvelle campagne qui a redémarré en 2016. Alors, pour ceux que ça intéresse, il y a un webinaire qui a été fait sur le RMQS à l'occasion des 20 ans de ce réseau, puisqu'il a démarré en 2000. Alors, toutes ces données, est-ce qu'elles nous permettent? On a une organisation, on collecte de l'information, on met ça en base de données. Donc, il y a les indicateurs que vient de présenter Jean-François, donc des indicateurs qui sont liés au sol et d'autres plutôt à l'échelle des paysages. Et donc, si on reprend ces indicateurs-là, l'idée, c'était de voir qu'est-ce qu'on a de disponible en fait pour faire ces évaluations à l'échelle nationale.
Alors, sur les contaminants, alors je vous ai mis que deux cartes, hein, une pour un élément trace, le plomb, et l'autre pour un contaminant organique, le lindane. Vous voyez qu'on dispose actuellement de tout un ensemble de cartes, donc sur le site du GIS-Sol. On va avoir tout un ensemble de cartes qui sont mises à disposition du grand public, où on exprime la teneur en contaminants dans les sols. Alors, en plus de ces cartes-là, on a également des tableaux statistiques qui présentent la distribution des contaminants dans les sols en France. Alors, on a tout un ensemble de contaminants, mais encore des acquisitions en cours. Notamment, il y a des essais actuellement avec l'ADEME sur l'analyse des microplastiques dans les sols. Et puis, on a également un essai en cours avec l'ANSES sur les pesticides utilisés actuellement, c'est-à-dire qu'on a des données sur des pesticides qui sont interdits ou persistants comme le lindane, et on n'a pas de données sur des pesticides actuellement utilisés. Et il y a un dispositif expérimental qui est en place sur le RMQS pour tester des pesticides, pour analyser des pesticides en France. Donc voilà, donc tout un ensemble de données, mais aussi on continue à acquérir de nouvelles informations sur les échantillons du RMQS. Donc voilà pour la contamination du sol. Un paramètre aussi également important souligné par Jean-François, qui est le carbone organique. Donc là, on a cette carte, on a l'état du carbone la distribution du carbone dans les sols de France. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la carte, hein. On voit effectivement des zones avec des stocks plus faibles en jaune et puis des stocks beaucoup plus élevés qui sont orange à rouge en fonction des sites. La question qu'on se pose, c'est finalement quelle est l'évolution de cette carte. Comment va-t-elle évoluer avec le changement climatique, des changements d'usage ou des changements de pratique? Et là, on a de fortes attentes sur la nouvelle campagne du RMQS où on commence à avoir les résultats, notamment carbone, de cette deuxième campagne des années 2016 et 2017. Et donc, on commence le travail de comparaison entre la première campagne et la deuxième campagne pour voir comment on varie ces stocks à l'échelle nationale. Autre paramètre, ça a été évoqué aussi, la biodiversité des sols. Donc, je vous renvoie également à un webinaire qui a été fait sur l'Atlas français des bactéries du sol. Donc, cet atlas a été possible grâce aux données et aux échantillons du RMQS également. Donc là, vous avez des distributions de biomasse bactérienne, de diversité bactérienne. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les autres groupes? C'est-à-dire qu'on est assez complet finalement sur tout ce qui est le compartiment bactérien, mais qu'est-ce qu'il en est des autres groupes? Là encore, il y a un essai en cours avec l'Office français de la biodiversité pour mesurer sur des échantillons du RMQS la faune, la flore, la fonge, et puis à terme mettre en place un dispositif de surveillance également de la biodiversité des sols. Autre paramètre cité par Jean-François, donc le pH et puis des éléments fertilisants. Donc là, ce sont des données par contre de la BDAT, donc la Banque de données d'analyse de terre, puisque là, on a tout un ensemble de campagnes qui ont été de campagnes de récupération d'analyse auprès des laboratoires sur différentes périodes. Ça demande des techniques statistiques un peu sophistiquées ensuite, puisque comme on agrège à l'échelle cantonale, on n'est pas sûr que le prélèvement ait été fait au même endroit entre deux campagnes d'analyse et de prélèvement. Et donc, on voit par exemple des études qui ont été faites sur la tendance à la hausse du pH et donc plutôt une bonne gestion des sols agricoles. Et pour le phosphore, finalement, plutôt une diminution des teneurs en phosphore dans les sols de France, qui peut peut-être poser question à terme si ces teneurs continuent à diminuer. Ça veut dire aussi des raisonnements avec des impasses, et donc une diminution de ces teneurs en France. Donc globalement, les données qu'on a nous permettent de caractériser tout ce qui concerne les contaminants, l'excès de nutriments. On n'a pas beaucoup d'informations sur les sels en France. Le carbone organique. Pour la structure du sol, on a des éléments sur la densité à partir du réseau de mesure de la qualité des sols. On a des choses aussi sur la biodiversité, les nutriments, le pH. Et puis peut-être d'autres outils à mettre en place pour surveiller, par exemple, la couverture végétale, l'absence d'imperméabilisation, et puis également des indicateurs à l'échelle du paysage. Donc ça, c'est des indicateurs qu'il va falloir, ou des suivis qu'il va falloir remettre en place. Et on y travaille déjà avec d'autres organismes comme le CESBio à Toulouse pour utiliser des données satellites pour qualifier le pourcentage de couverture végétale, par exemple. Alors, je dis qu'on n'a
pas obligatoirement beaucoup de choses sur imperméabilisation, érosion. C'est plus ou moins vrai, c'est-à-dire que pour l'imperméabilisation du territoire, il y a eu un rapport INRAE-IFSTAR qui mettait en évidence que la progression des surfaces artificialisées se poursuivait au détriment des surfaces naturelles, forestières et agricoles. Et il y a aussi en France le portail de l'artificialisation des sols qui a été mis en place et donc qui va amener aussi de nouvelles données, de nouvelles informations pour qualifier cette pression qu'est l'artificialisation du territoire. De la même manière, sur l'érosion, on a des données qui existent. Alors ça, c'est une carte qui était dans le rapport sur l'état des sols publié en 2011. Donc c'est peut-être des choses à actualiser, mais on a de l'information également à actualiser et à mettre en place sur l'érosion des sols. Donc, rapidement, pour conclure, on peut dire qu'il y a effectivement un intérêt pour les sols qui est croissant et que, comme le signalait Jean-François, plusieurs politiques nationales et européennes s'intéressent aux sols et donc ont une nécessité d'information sur les sols. Le système national qui a été mis en place en 2001 est maintenant opérationnel et très efficace, hein, et ce qui permet désormais de capitaliser les informations et de renseigner sur l'état des sols. Et on peut le souligner, c'est quand même une référence mondiale. Hein. On a énormément de demandes et de visites de savoir comment la France a mis en place un dispositif à la fois de connaissance, mais également de surveillance de l'état des sols. On était en retard au début des années 2000 et je pense qu'on a bien rattrapé ce retard et que maintenant on est, je peux d'autant plus facilement le dire que j'y suis pour rien, même si je suis à la direction d'Infosol actuellement, c'est pas moi qui ai lancé le système au tout départ. Donc, nous sommes déjà en mesure, je pense vous l'avoir montré, de rapporter sur une bonne partie des indicateurs qui ont été retenus par la mission SOL. Bien évidemment, certains sont encore à renseigner, soit à partir d'autres dispositifs, soit à partir d'autres analyses à acquérir, comme par exemple sur la structure des sols, sur la biodiversité, sur la contamination. Il y a encore des choses à faire. Et puis, il faut poursuivre également il faut poursuivre l'acquisition et la capitalisation des analyses. Soit de données existantes, hein, puisqu'il existe tout un ensemble de données, que ce soit dans les laboratoires ou dans d'autres instituts. Donc, il faut continuer à les capitaliser, à les mettre en base de données et à les exploiter. Mais aussi, on doit continuer à analyser de nouveau et à poursuivre la caractérisation des sols, soit par les approches classiques, soit des choses qui se développent. Hein. Actuellement, il y a beaucoup de projets sur l'acquisition d'informations sur les sols à partir d'images satellites. Et puis également, ce qui se développe, c'est des approches participatives. Donc, il faudra continuer à capitaliser ces informations-là. Et puis ensuite, évidemment, pour définir si un sol est en bonne santé ou en mauvaise santé, il va falloir travailler, se mettre d'accord à des valeurs seuil, des valeurs cibles pour statuer sur cet état de santé des sols. Et ça, c'est un travail également qui va être à mettre en place, puisque Jean-François l'a rappelé, en fonction de la nature du sol, de l'usage, forcément, ces valeurs seuil risquent d'être différentes. Et donc, il va falloir s'accorder à un protocole, à une mise en place un fonctionnement pour arriver à qualifier ces valeurs seuil et donc ensuite à définir des surfaces qui sont plus ou moins affectées pour les sols de France. Voilà, je vous remercie de votre attention et je pense qu'on peut passer à la partie des questions. Et je rends la parole à Christian. Oui, merci beaucoup pour tous ces exposés qui étaient très clairs. Donc peut-être vous invite tous les trois, Antonio, Marion, Jean-François, à allumer votre webcam pour la discussion qui arrive. Et donc j'ai reçu un certain nombre déjà de questions et donc on va démarrer directement. Alors voilà, les auditeurs peuvent toujours en envoyer davantage. On est juste limité par le temps on s'est donné jusqu'à midi pour cette partie de discussion. Alors peut-être une question pour Marion de Jean-Pierre Caliman. Et donc il demande, est-ce qu'il y a des équivalents de cette mission santé des sols hors Europe? Et si oui, des liens sont-ils envisagés? Sinon, des extensions ou plutôt des collaborations sont-elles envisagées? Et donc, c'est une question de Jean-Pierre Caliman du CIRAD à Sumatra. Est-ce que tu as entendu, Oui. Oui, j'ai bien entendu, je rallumais mon micro.
Merci pour cette question. Alors, à ma connaissance, non, mais peut-être que Jean-François a plus d'infos parce qu'il me semble qu'il y a une petite étude qui a été faite pour éclairer les travaux du Mission Board. Donc, je ne sais pas si elle comprenait un peu un parangonnage de ce qui pouvait se faire, ailleurs. Quant à ce qui est aux liens ou aux extensions qui pourraient en être faites, là, je crois qu'on est vraiment dans une phase où déjà on essaie de définir cet outil, de le mettre en place au niveau européen. Après, en fait, dans le programme cadre européen, il y a des objectifs de coopération internationale. Quant à dire que directement la mission serait dans une dynamique de coopération internationale, à ce stade, on n'a pas cette information. Oui, peut-être que je peux compléter en disant que aux États-Unis, il y a tout de même un institut de la santé des sols, alors qui, je pense, est plutôt une ONG, mais qui a pas mal d'écho, je crois. Et on peut dire que l'USDA a eu un programme sur la santé des sols, et je crois qu'ils l'ont toujours. Et que finalement, il y a eu des propositions, alors du temps d'Obama, au niveau de la Maison-Blanche, mais c'était plus particulièrement sur la question du carbone des sols. Et c'était finalement une initiative de la présidence américaine. Donc, c'est un exemple. Après, je pourrais dire que dans beaucoup de pays, on a des choses sur le carbone du sol, c'est le domaine que je connais le mieux. Je ne sais pas dans quelle mesure on a des choses sur la santé des sols avec l'ambition d'en faire finalement une politique publique. Ça, je ne sais pas. Je complète, la FAO a aussi lancé des travaux en fait pour essayer d'accompagner les États à mieux connaître la qualité des sols, et ils ont mis en avant un programme qui s'appelle les Soil Doctors, qui est quelque chose qui est mis en place en Thaïlande, où il y a des suivis des sols pour les agriculteurs. Et donc c'est aussi dans l'idée de diffuser à l'échelle mondiale des moyens et des méthodes finalement de suivi de la qualité des sols. Donc ils mettent en avant certains pays, certains groupes, ou certains exemples, un peu comme ce dont parlait Jean-François, des systèmes de phares, et donc un programme phare de Thaïlande qui est de suivre la qualité des sols. Donc ça se diffuse, et la FAO contribue pas mal à ça à partir du partenariat mondial sur les sols. Ok, merci. Donc justement, on demande des définitions de santé des sols. Donc c'est par exemple Claire Chenu qui dit: serait-il possible de définir assez précisément la différence entre santé des sols et qualité des sols? Et puis j'ai Elisabeth Maurice qui demande: quelle distinction faites-vous entre qualité et santé des sols? Aux États-Unis, l'USDA définit santé et qualité des sols comme des termes semblables et interchangeables. Donc Jean-François. Oui, merci. C'est vraiment une question utile. Alors, en fait, on a pas mal échangé là-dessus dans le groupe, notamment avec un collègue néerlandais, Johan Boma, qui est un prof de sciences du sol à la retraite, mais qui a une très grosse expérience, et qui a écrit un papier précisément là-dessus, que je pourrais peut-être vous renvoyer, sur finalement les différences entre qualité des sols et santé des sols. Alors, pour aller vite, on peut dire que, à travers ce que j'ai tenté de vous exposer, vous voyez que la santé des sols, on peut l'apprécier et on peut dire qu'un sol est sain ou n'est pas sain, indépendamment du fait qu'il s'agisse de tel ou tel type de sol, une texture sableuse ou argileuse. On va dire finalement il est sain ou il n'est pas sain parce que par exemple sa densité apparente est dans une certaine fourchette qui dépend elle-même du type de sol. Donc on va tenir compte du type de sol pour l'évaluation. Alors que la qualité des sols, eh bien, elle est relative, finalement, elle est déterminée par les propriétés intrinsèques des sols. Donc, vous ne pouvez pas avoir les mêmes services rendus par un sol très sableux ou par un sol très argileux, par un sol qui vient d'une tourbière ou par un sol qui vient d'une zone agricole. Donc, finalement, la qualité dépend de la nature du sol, alors que la santé, pour tout type de sol, peut être définie. On voit que c'est la distinction à laquelle on était parvenu, et je crois que le papier de Boma est assez utile de ce point de vue. D'accord, merci. Alors, toujours sur les objectifs
un peu de la mission. J'ai une question de Yves François. Est-ce que vous êtes en relation avec l'opération Track à l'innovation? Est-ce qu'il y a un lien entre ce genre d'opération, donc il faudrait peut-être rappeler à tout le monde ce que c'est, si vous le savez, et ce type d'objectif de la mission qui veut quand même emmener beaucoup de personnes, donc beaucoup d'innovation aussi qui venant de la base. Est-ce que la question... Pardon, j'ai pas forcément bien entendu. C'est êtes-vous en relation avec l'opération Track à l'innovation? Alors je lis directement donc cette Track à l'innovation, mais je connais pas en fait. Ah, d'accord. Ouais. Donc on va passer à la suite. Et donc j'ai beaucoup de questions sur le rôle de la biodiversité des sols, hein, comme un des indicateurs de santé des sols. Et donc, par exemple, Yves François toujours, la biodiversité du sol et en particulier la microbiologie des sols me paraît être un levier fondamental pour rétablir et augmenter la santé des sols. Comment voyez-vous une accélération de la recherche et développement qui permettrait de passer plus vite du laboratoire au champ? Et donc, là encore, c'est pour toi, Jean-François. Oui, ravi de cette question, puis je vais passer la parole à Antonio. Oui, bien sûr, la vie des sols, c'est un front de science, on en est tous convaincus. C'est assez extraordinaire d'essayer de comprendre la biodiversité des sols et ses relations avec les services, les fonctions des sols. Je crois que c'est vraiment passionnant au niveau scientifique. Il y a des aspects de microbiologie, mais il y a des aspects aussi de faune, de microfaune, de macrofaune, etc. Et la compréhension écologique peut beaucoup progresser finalement. Alors évidemment, on s'est posé la question à INRAE de comment accélérer ça. Donc, je vais passer la parole à Antonio, mais ce que je peux dire en particulier, c'est qu'il y a eu un programme assez ambitieux qui a été soutenu par l'ADEME et qui est en cours avec un ensemble de partenaires pour faire finalement du diagnostic de la diversité des sols agricoles, diagnostic au service des agriculteurs, et dont l'interprétation serait renforcée finalement par le nombre d'agriculteurs qui ont recours à ce diagnostic, de sorte qu'en ayant beaucoup d'analyses et en les reliant à différents indicateurs de services rendus par les sols, on est, c'est un peu ce que l'on promeut avec les approches Big Data, un renforcement de l'analyse fonctionnelle de la biodiversité des sols, puisqu'il faut bien dire tout de même que en termes d'analyse fonctionnelle, on est encore assez limité. Peut-être Antonio. Oui, peut-être qu'Antonio, avant que tu ne répondes, Ouais. j'ai une question dans le même sens. Donc voilà, donc Pierre-Louis Montfort, toujours sur ce qu'il appelle le microbiota, mais la question c'est est-ce que vous avez déjà en tête des outils d'évaluation, des outils de mesure du microbiota du sol, et comment vous comptez vous y prendre pour mettre en place un système standard et reconnu d'évaluation de celui-ci, sachant qu'il sera forcément imparfait au début, étant l'extraordinaire complexité du vivant? Je crois que c'est mieux qu'Antonio de répondre. Ouais, je réponds, je complète ce que disait Jean-François. Donc, le programme investissement d'avenir financé par l'ADEME, donc qui s'appelle Agro-Écosol, qui est porté par un laboratoire d'analyse privé, donc qui est Auréa Agrosciences. Et donc là, c'est du transfert de technologie, c'est-à-dire c'est pour que toutes les compétences du laboratoire, c'est-à-dire que les chercheurs INRAE, mais pas que, hein, il y a aussi d'autres chercheurs de l'Université de Montpellier, par exemple, transfèrent leurs compétences et leurs connaissances à ce laboratoire pour qu'ils développent une offre de prestation d'analyse, de caractérisation de la biologie du sol. Et donc, le programme, il reste à peu près une grosse année de travail sur ce programme investissement d'avenir. Et donc, par exemple, sur tout ce qui est microbiologie des sols, ce sont des caractérisations de l'ADN microbien du sol, c'est-à-dire qu'on extrait l'ADN. Et donc, ces technologies qui, effectivement, étaient dans les laboratoires de recherche, maintenant passent au niveau des laboratoires de prestation. Et puis, donc, tout ce qui concerne également derrière le séquençage, le traitement de l'information, la bioinformatique qu'il y a derrière et l'interprétation, ça aussi, c'est en train d'être transféré dans un laboratoire. Ce qui veut dire que ces prestations
concernant la biologie des sols vont assez vite, à terme, d'ici peut-être, on a espoir que ce soit moins de 5 ans, hein, bien évidemment, devenir une prestation en routine pour les laboratoires, pour certains laboratoires d'analyse. Donc ça demande effectivement de l'équipement, de la formation, de la robotisation, c'est-à-dire que c'est des laboratoires qui cherchent systématiquement, et c'est normal pour faire du haut débit, finalement, à automatiser un peu ces prestations-là. Et donc là, on en est à ces étapes-là, c'est-à-dire que ça va devenir une analyse, entre guillemets, je ne vais pas dire classique comme un pH, mais c'est ce qu'on espère à terme. Et effectivement, qu'est-ce qu'on a actuellement comme analyse? Je vous ai montré les cartes de France. En fait, on a le référentiel sur les 2200 points du RMQS de la biodiversité bactérienne des sols. Donc ça existe déjà. Sur la deuxième campagne qui est en cours, on va refaire des caractérisations. Donc on va rééprouver ces méthodes-là et puis également comparer les populations observées sur la première campagne et celles sur la deuxième campagne. On va voir déjà si c'est stable, pas stable au bout de 15 ans. Enfin, donc il y a des questions de recherche éminemment importantes derrière, mais aussi on a déjà des modèles. Maintenant, on peut calculer en fonction des paramètres du sol quelle est la population attendue, quelle est la biomasse bactérienne attendue à partir de ces références-là qu'on a. Donc on a déjà tout un ensemble de références. Hein. Effectivement, c'est ce que disait Jean-François, ça doit grossir au fur et à mesure des prestations, c'est-à-dire que plus on alimente ces jeux de données, plus on précise les différents modèles. Donc ça, c'est ce qu'on attend de ce genre on va dire, de démocratisation des analyses biologiques des sols. Mais juste là, actuellement, à court terme, on a déjà ces informations-là. On en a déjà une partie, peut-être qu'on a beaucoup d'incertitudes encore, mais on espère gagner en précision avec la démocratisation de ces analyses-là. Mais ça a déjà quitté les laboratoires de recherche. Hein. Il y a des laboratoires de prestation de services qui font des analyses de nématodes, par exemple. Ça existe. Il y a des laboratoires de prestation qui font des analyses de col-en-vol. Parce qu'on parle beaucoup de microbiologie, mais finalement aussi, la faune du sol est aussi très importante. Et un laboratoire comme Auréa Agrosciences va embaucher des techniciens qui vont être capables de faire de la détermination, on va dire, sous loupe binoculaire des organismes du sol. Donc, c'est des choses qui vont se démocratiser. Alors, je voudrais compléter ce point-là par une question de Claire Chenu. La mission propose des catégories d'indicateurs. Derrière, il y a des indicateurs plus ou moins stabilisés, harmonisés et standardisés, et plus ou moins étayés par des référentiels. Quels sont, 1, pour la mission sol, 2, à l'échelle nationale, des priorités de travail? Est-ce que quelqu'un, alors elle n'a pas précisé, qui veut répondre? Bon, je vais essayer de répondre. Donc, merci Claire pour la question, très bonne question évidemment. Donc, je ne peux pas dire que dans la mission sol, il y ait eu l'idée de prioriser certains des indicateurs par rapport à d'autres, pas de les prioriser du fait que les uns ou les autres soient plus importants. En revanche, on peut dire que on a évoqué avec le JRC les manques de connaissances. Et je dois dire que de ce point de vue-là, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que, comme l'a dit Antonio, la France est finalement un pays plutôt bien organisé de ce point de vue-là. Et les petits pays européens en particulier n'ont pas beaucoup de connaissances de surveillance des sols. Donc il y a un débat, alors que Claire tu connais parfaitement, puisque c'est un des enjeux du programme européen sur les sols, le JP Sol que tu coordonnes, qui va concerner évidemment la montée en puissance des données des États membres, l'harmonisation des méthodes de surveillance, et puis le rôle de l'Observatoire européen sur les sols que va lancer le JRC. Ça fait partie, disons, des actions que le JRC devrait poursuivre dans les mois et les années qui viennent. Donc on s'attend évidemment à ce que, de pair avec la définition des critères par la mission, enfin s'ils sont réellement adoptés par la Commission, on ait une montée en puissance d'un système de surveillance. Mais cela demande aussi une forme de transparence, à la fois entre les États membres et la Commission, entre les acteurs privés et les États membres, qui est importante. Je ne sais pas, il y a beaucoup de barrières qu'il faut surmonter de ce point de vue-là. Il ne faut pas le cacher, de manière symétrique, des risques éventuels dans le fait que l'information sur les sols
soit complètement disponible et ouverte, y compris à des échelles spatiales fines. Donc là encore, Antonio, tu pourras compléter sur les enjeux de la caractère privé des données, par exemple les agriculteurs. Peut-être tout à l'heure, parce que j'ai des questions sur ce point-là, sur le caractère privé. Juste pour compléter, je pense qu'un des enjeux, nous, qui a été soulevé, notamment dans le cadre, comme disait Jean-François, de l'EJP-Sol, qui est ce gros programme européen, c'est d'arriver à caractériser l'état de dégradation des sols à l'échelle européenne. Et moi, ce qui nous manque, et je pense que c'est un des axes forts qu'il va falloir qu'on travaille, c'est ces notions de valeur seuil. De valeur seuil, de valeur cible, de valeur optimale. Alors, appelons ça comme on veut. Il va falloir qu'on définisse quand même, en fonction de la nature du sol, de l'usage, de l'occupation, des valeurs à partir desquelles on pourra dire, là, on estime qu'on est dans la bonne fourchette, ou au contraire qu'on n'y est pas. Et on peut être au-dessus ou en dessous. Et qu'est-ce que ça veut dire pour ces zones-là? Et ça, actuellement, je pense qu'on pêche, on n'a pas ce genre d'informations-là. Ou alors on en a trop, c'est-à-dire qu'on a tout un ensemble de critères. Jean-François en parlait au début, le JRC a appliqué certains critères pour définir ces pourcentages de sol impacté à l'échelle européenne. Est-ce qu'on doit appliquer les mêmes sur toute l'Europe? Est-ce que ça doit être pays par pays, usage par usage? Voilà, je pense que ces questions-là, elles méritent vraiment d'être travaillées assez vite si on veut répondre aux questions d'état de santé des sols. Voilà, enfin, juste pour compléter, parce que c'est tout de même un point central, effectivement, il faut tout de même souhaiter que ce soit très harmonisé au niveau européen. Sinon, on voit bien que finalement, on aura certains pays qui voudront pas agir et qui se réfugieront derrière des normes nationales un petit peu laxistes. Donc ça, c'est un risque. Et puis, je reviens sur un point sur lequel finalement la mission n'a pas conclu complètement. C'est le fait de dire est-ce qu'un sol est sain quand les 8 critères sont satisfaits. Alors, au-delà de certains seuils à définir, on ne sait pas encore comment, ou bien est-ce qu'on peut considérer que si un critère pêche, mais d'autres sont bons, on va tout de même dire qu'un sol est sain. Vous voyez, il y a tout de même énormément de questions autour de ça. Et à mon avis, un travail assez urgent à engager, alors je ne sais pas exactement comment ce sera fait, est-ce que c'est le rôle de l'EJP-Sol, est-ce que c'est le rôle du JRC ou d'autres services de la Commission ou des États membres, ce serait de se dire, et prenons le cas de la France, si on prend telle valeur de seuil habituellement recommandée par la Commission ou présente dans la littérature, et si on prend cette règle, il faut que tous les critères soient satisfaits pour que un sol soit sain, qu'est-ce qu'on va trouver comme sol sain en France? Ça, j'aimerais bien avoir la réponse, je ne la connais pas. Et puis, si on fait autrement, qu'est-ce qu'on va trouver? Est-ce que ça fait bouger les curseurs beaucoup ou pas? Donc, je crois que c'est des questions auxquelles il faut se confronter dès maintenant. Donc, je confirme que ce sont des questions qui ont été remontées dans les remontées des États membres, dans leur réaction là, au rapport intermédiaire du Mission Board. Et en effet, pour que les États membres adhèrent à cette mission, je pense qu'il va y avoir besoin d'explicitation, de se pencher sur ces différents critères. Qu'est-ce qu'on en connaît à l'heure actuelle? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Sur quoi est-ce qu'on peut raisonnablement s'engager ou pas? Pour l'instant, il manque pas mal d'informations et l'adhésion de l'ensemble des États membres va être un élément déterminant. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de retour de la Commission sur la manière dont ils envisagent justement de travailler ces aspects-là avec les États membres. Nous, en interne, au niveau français, on a prévu avec les acteurs là, du réseau national d'expertise scientifique et technique du comité de pilotage d'avoir une séquence de travail avec Jean-François pour un peu approfondir ça et commencer une appropriation commune déjà au niveau national de ces aspects-là. Et nous, on sera attentifs ensuite à porter ça au niveau européen. Alors, si je peux me permettre, j'ai quand même des questions qui s'interrogent sur la pertinence de ces indicateurs et je pense que à bon escient. Donc, par exemple, Alain Broman qui dit la chose suivante. Restaurer un sol implique d'avoir des indicateurs dynamiques de la transition. Or, ceux qui sont listés ont pour la plupart une forte inertie. Exemple, le carbone du sol. Ne doit-on pas viser des indicateurs plus réactifs
pool de carbone labine, par exemple, est plus fonctionnel? Donc voilà une première question. J'en ai une autre d'Henri Robin, qui est cette fois non pas sur voilà, qui est plutôt non pas sur le carbone, mais plutôt sur la physique, et qui se demandait si dans les indicateurs, alors j'essaie de retrouver la question, outre les paramètres mentionnés, la densité apparente, y a-t-il d'autres paramètres pris en compte pour définir la santé des sols, notamment la capacité de rétention d'eau, les surfaces spécifiques? Voilà. Donc, est-ce qu'on peut évoquer quand même la pertinence des indicateurs, surtout si on dit d'ici 10 ans, on veut avoir un objectif très ambitieux, est-ce que des indicateurs à forte inertie sont nécessairement les meilleurs? Oui, alors évidemment, on a pas mal débattu de ça et on a je ne sais plus si c'est dans la version finale ou pas, mais on a fait une forme de classification des indicateurs par rapport justement à leur caractère statique ou plus dynamique. Donc, ça a été fait regarder. Après, on a souhaité demeurer sur des indicateurs d'état le plus souvent, parce qu'il nous semblait que, par exemple, on a eu des suggestions en disant est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'un sol est sain à partir du moment où on fait de l'agriculture biologique ou des choses comme ça. Et ça nous semblait très approximatif, dans certains cas éventuellement loin de la réalité. Et voilà, donc on est resté, je dirais, sur des choses qui sont assez objectivables et qui sont liées directement au statut des sols. Effectivement, c'est pour ça qu'on peut avoir une forme de scepticisme tout de même sur la possibilité de restaurer, d'augmenter de 100% les sols sains en Europe en 10 ans, parce qu'on sait très bien que certains de ces indicateurs vont répondre lentement et que par ailleurs, évidemment, le déploiement des actions à grande échelle est très complexe pour toutes sortes de raisons humaines, socio-économiques que l'on connaît. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a quelques exceptions dans ce qu'on a écrit, je crois. Par exemple, sur le carbone du sol, on a dit que lorsque le stock de carbone était initialement faible, donc typiquement dans une zone de grande culture, c'était bien une augmentation qui était souhaitée, un taux d'augmentation 0,1 à 0,4% par an. Donc là, on est finalement sur la pente, on n'est pas sur le stock qui devrait être atteint. Voilà, je ne réponds pas à l'ensemble de la question parce que je crois qu'elle est intéressante et qu'il faut surtout garder de l'ouverture. Il faut voir ce rapport comme une tentative pour donner le boussole. Donc on donne une boussole, on donne un cap, on voit ce qu'il faudrait faire, on donne les grandes familles d'indicateurs, mais le rapport est très insuffisant par rapport à la mise en œuvre des indicateurs. Donc je crois que peut aller vers un enrichissement de ces indicateurs, à condition que ce ne soit pas ingérable. Puisque si vous voulez, on avait regardé les travaux américains, je crois qu'on avait 37 indicateurs, quelque chose comme ça. Donc, à un moment donné, ça semblait tellement complexe qu'on était à peu près convaincu que ça devenait inopérable, illisible, et finalement, ça ne motiverait aucune action politique. Donc, c'est ce compromis qu'il faut trouver. Il peut y avoir éventuellement des sous-indicateurs qui soient utilisés par une communauté technique, mais il faut garder une vision d'ensemble et il faut être capable de dire un sol est sain ou un sol n'est pas sain. Autrement, on a la conviction qu'il n'y aura pas d'action. D'accord, merci. Sur les indicateurs physiques, c'est moi qui ai mis densité entre parenthèses parce que c'est ce qu'on a actuellement. Et on manque d'informations. On a des programmes en cours sur la capacité de rétention, également sur le RMQS. Il y a des projets, enfin, il y a des programmes en cours, pas systématiquement sur tous les échantillons, mais actuellement, on a effectivement que la densité. Ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il faut garder, mais actuellement, c'est la seule chose qu'on a disponible actuellement sur la structure des sols. Et c'est bien insuffisant. Alors, je propose qu'on passe à une série de questions un peu plus larges, hein, parce que le temps passe. Et donc, quand même, pour rebondir sur ce qu'Antonio vient de dire, Philippe Billet, hein, qui demande en tant que juriste, si les propriétaires manifestent-ils toujours des réticences à la collecte des données sur leur sol, dès lors que ça pouvait révéler des pollutions et partant une perte de valeur du terrain, voire une obligation de dépollution? Alors, qui veut répondre?
Alors, moi, je peux dire pour le RMQS, on a effectivement des gens qui refusent qu'on retourne en deuxième campagne, pas obligatoirement parce que ça va révéler des choses, mais parce que peut-être c'était. Je vous ai dit que la première campagne 2010, la suivante 2015, voilà, en 10-15 ans, le propriétaire a changé, c'est quelqu'un d'autre, il n'est pas intéressé, donc il refuse. C'est pas la question du refus n'est pas obligatoirement liée au fait qu'on va révéler les données, puisque justement, actuellement, les données ne sont pas. Les données ponctuelles, c'est-à-dire la valeur de la valeur des paramètres mesurés liés à la position exacte de l'échantillon, ça actuellement, c'est pas révélé. Ce qu'on révèle, c'est le centre de la maille, c'est des choses comme ça, pour justement avoir ce secret statistique pour l'instant, qui est puisque les coordonnées GPS peuvent être assimilées à des coordonnées personnelles, enfin de l'information personnelle, et au titre de la RGPD, on ne doit pas diffuser sans l'autorisation des personnes d'informations personnelles. Et donc, on ne diffuse pas d'informations actuellement personnelles sur le RMQS. Donc, les gens ne peuvent pas vraiment opposer ça actuellement. Oui, disons, la question sous-jacente, est-ce que la difficulté d'acquérir de l'information peut être un handicap pour la mission en elle-même? Oui, à oui, l'échelle européenne, oui. Oui, même. oui, oui, mais je pense que c'est une question très juste. Moi, je vais prendre juste une analogie. Lorsque vous achetez un appartement, vous allez bénéficier, c'est obligatoire, le vendeur doit produire un certain nombre de diagnostics, diagnostic énergie, diagnostic amiante, enfin, je peux en oublier, je n'ai pas tout en tête. Après tout, vous pourriez avoir un point législatif qui obligerait à avoir un diagnostic de l'état du sol lorsque vous avez l'acquisition, enfin la vente d'une parcelle agricole. Alors évidemment, pas que ça engendre des coûts prohibitifs, c'est sans doute toute la difficulté, mais ça permettrait sans doute déjà d'avoir une meilleure information et peut-être d'affecter le prix de la transaction et donc du coup d'inciter indirectement de bonnes pratiques. Enfin, je ne sais pas, ça fait partie d'idées qu'on entend souvent. Ok, alors j'ai d'autres questions de ce type-là. D'abord, peut-être pour continuer les questions de Philippe Billet. Et il disait, la qualité n'est-elle pas aussi déterminée par l'utilisation qu'on veut en faire, la qualité des sols, sous-entendu, et finalement n'est pas aussi objectif que cela? c'est peut-être pour ça que le terme santé est plus holistique. Finalement, il dépend un peu moins, ce que disait Jean-François, de l'utilisation. Et peut-être que le terme santé, c'est peut-être pour ça qu'il s'est aussi imposé par rapport à qualité. Parce qu'effectivement, souvent, on entend qualité par rapport à un usage. Oui, 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 très juste. Moi, j'ai l'impression que ce terme santé, il a une prétention d'être un peu universel, c'est-à-dire que on pourrait dire, à travers une démarche qui reste largement affinée, que n'importe quel type de sol, indépendamment de son passé, de son usage, de sa nature, est en bonne santé ou n'est pas en bonne santé. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, évidemment, on peut aussi se rappeler que un sol qui n'est pas en bonne santé peut être réservé à certains types d'usages. Il est clair que si vous avez une contamination, vous pourriez avoir une filière de type bioénergie, biomasse bioénergie, avec des précautions, mais avec finalement peu de risques pour la santé humaine. Bon, évidemment, il faudrait regarder les risques pour l'environnement, mais disons qu'on peut tout de même différencier l'usage des sols en fonction de leur santé et des problèmes qu'ils ont. Donc ça permettrait, je pense, de mieux valoriser ce que l'on a aujourd'hui en étant aussi réaliste sur le fait que, par exemple, ces actions de décontamination, c'est vraiment de longue haleine. Ok, merci. Alors, Jean-Luc Schott, donc de l'IRD, demande aussi quelle est la cible à atteindre dans la restauration? Qu'est-ce qu'on se donne comme... Oui. Quelle est la cible à atteindre dans la restauration? Alors, c'est tout le charme de ce terme santé, c'est que, en gros, enfin, j'essaie de rester dans l'esprit de la mission, il faudrait que les 8 critères soient restaurés.
Alors, c'est très ambitieux. Ça veut dire que vous avez retrouvé un sol qui, à la fois du point de vue de son état, a des propriétés qui sont alignées avec, disons, sa nature et avec ce qu'il peut donner comme service. C'est un sol qui fournit l'ensemble des services de manière équilibrée. Et c'est un sol, puisqu'on a vu qu'il y avait des critères indirects, qui s'intègre dans un paysage qui lui-même est de qualité. Donc, parvenir à cet objectif, ce serait ce qu'il faudrait conduire pour avoir une restauration de la santé des sols. Encore une fois, c'est tout de même très ambitieux. Alors, il y a des critères qui ne sont pas uniquement des indicateurs sol, hein. Il y a des indicateurs sur l'hétérogénéité du paysage. Et donc, Souil Archaoui demande quels outils la mission envisage-t-elle de promouvoir pour changer et encadrer le choix des usages des sols agricoles. Par exemple, on est dans le bassin parisien, on voudrait augmenter l'hétérogénéité du paysage. Comment on peut envisager cela? Est-ce que... Oui, moi j'ai évidemment pas de réponse. Peut-être que Marion, tu auras des éléments pour la France, mais on voit qu'il y a toutes sortes de politiques publiques qui sont dans le domaine agricole et qui peuvent jouer. Et puis il y a une politique communautaire évidemment de très grande ampleur qui est la PAC. Bon, à titre d'exemple, dans le plan de relance qui a été annoncé par le gouvernement, il y a un volet agricole. Alors là encore, je vais évidemment passer la parole à Marion pour en parler, mais il me semble que dans ce plan, il y a quelque chose sur les haies, la restauration des haies, et ça fait partie finalement de ce que l'on pourrait imaginer pour rediversifier des paysages agricoles. Mais très rapidement, vous voyez qu'on entre aussi dans une interaction avec les systèmes de production, puisque s'il y a vraiment une diversification, ça pourrait être aussi en recouplant l'élevage et puis les grandes cultures. Et là, on est sur des enjeux vraiment stratégiques pour l'agriculture française, qui sont des enjeux évidemment difficiles. Oui, en fait, ça soulève vraiment une difficulté liée aux missions. Donc, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, en fait, les missions, elles sont raccrochées à la politique de recherche et innovation de l'Union européenne, donc à Horizon Europe. Mais finalement, atteindre un objectif comme celui qui est proposé pour la mission Caring for Soil is Caring for Life, on va pas pouvoir l'atteindre juste avec des actions de recherche et d'innovation. En fait, donc là, ce qui est proposé dans la mission, et notamment les Living Labs, les Lighthouse, je pense que ça va être des très bons endroits pour créer des démonstrations, et ça peut être des bonnes échelles justement pour travailler sur l'hétérogénéité des paysages. Ça peut produire des recommandations, mais il y a un moment où il va falloir que les politiques publiques s'en emparent et les amènent à une échelle plus grande. Et ça, c'est une question qui n'est pas encore résolue pour les missions. Et des échos qu'on a, ça fait partie des gros points que la Commission européenne doit résoudre en vue du lancement de ces missions. Merci. Donc, j'ai un certain nombre de questions sur l'implication possible des privés dans la mission. Donc, par exemple, Céline Pelosi dit « Les futurs appels à projets pourront-ils inclure des startups ?» J'ai une question de Sébastien David. Bonjour, des partenariats publics-privés sont-ils envisagés, notamment dans le cadre de la mise en place des fermes pilotes? Un peu plus loin, j'ai une question. Il y a des initiatives privées sur cette question de santé des sols auxquelles l'INRA contribue ou pourrait contribuer, par exemple le Greenback. Et donc, comment concilier ces travaux? Ça, c'est une question de Nathalie Schnebelen. Donc peut-être, voilà, quelle peut être la contribution du secteur privé dans cette mission? Oui, enfin, je crois qu'à l'évidence, le secteur privé est très important si on veut des changements sur le terrain. Et donc, dans le secteur privé, il y a aussi les agriculteurs, mais il y a toutes les entreprises. C'est tout un écosystème économique.
Et alors, je ne suis pas, disons, si vous voulez, le segment recherche et innovation de la mission. On a fait des propositions et ça doit être mis en place progressivement dans Horizon Europe, avec aussi une difficulté, c'est qu'il y a des choses qui sont déjà lancées ou qui sont prévues dans Horizon Europe sur les sols, qui ne relèvent pas nécessairement de la mission. Donc, la Commission n'est pas très avancée tout de même dans son cadrage sur ce qui va relever ou pas de la mission dans Horizon Europe. Alors, une fois qu'on a dit ça, à ma connaissance, il n'y a pas d'évolution dans la nature des outils proposés. Il y a des programmes de recherche et d'innovation dans lesquels on est tout de même plutôt sur une balance recherche, mais il peut très bien y avoir des partenaires privés. Des programmes d'innovation où on est clairement sur la mise en œuvre à des TRL assez élevés. Et bien évidemment, ce sont des acteurs privés qui sont attendus. Et puis, vous avez des actions de coordination et de soutien qui sont plutôt pour faire progresser en fait, la vision qu'ont un ensemble d'acteurs de ce qu'il faudrait faire. Voilà. Je ne sais pas si Marion peut compléter. Oui, non, je rejoins Jean-François. Donc, à ce stade, on a quand même relativement peu de précisions sur, de manière opérationnelle, comment les actions liées à la mission vont se décliner au sein d'Horizon Europe. Mais ce qu'on sait, c'est que ça va se faire dans le cadre du programme de travail. Donc, le programme de travail, c'est ce qui regroupe l'ensemble des calls, des appels à projets Horizon Europe. Et donc, comme l'a décrit Jean-François, c'est des instruments variés finalement qui sont dedans et qui incluent bien entendu les partenaires privés, qui à mon sens sont fondamentaux pour atteindre la mission. Après, en fait, donc la mission, elle va reposer sur des budgets européens avec des programmes européens. Mais là encore, vu son ambition, elle va nécessiter certainement aussi, dans une certaine mesure, un alignement entre des instruments à l'échelle européenne et des instruments à l'échelle nationale. On va avoir besoin que des projets à l'échelle régionale, voire à l'échelle nationale, puissent contribuer à cette mission. Et donc, c'est dans cet objectif qu'à l'échelle nationale, là, on veut vraiment travailler ça au niveau du réseau national d'expertise scientifique et technique sur les sols, pour voir comment on peut faire converger des ressources, des moyens pour s'articuler entre financeurs au niveau national, que ce soit l'ANR, le CASDAR, l'ADEME, l'OFB. Quelle contribution on pourrait apporter à cette mission? Je complète, il n'y a pas obligatoirement opposition finalement entre des initiatives privées et ce que peut faire aussi le public. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut qu'on arrive à travailler ensemble, il faut que les technologies ou les méthodologies qu'ils vont utiliser soient validées aussi par la science pour qu'on puisse avoir confiance finalement. Et si des gens s'emparent, entre guillemets, de la notion de qualité ou de santé des sols, appelons-la comme on veut, c'est aussi le fait qu'il y a une préoccupation grandissante, et c'est que peut-être derrière, il y a un marché, et que des gens sont prêts à mieux connaître les sols. Et donc, nous, il faut aussi qu'on voit comment cette meilleure connaissance, comme on peut aussi en tirer profit, par exemple, pour avoir de l'information nationale, comme on peut capitaliser ces nouvelles informations, comme on peut collaborer, soit dans le sens aider à définir la meilleure méthode possible, le meilleur système d'évaluation possible, et puis ensuite aussi voir comment on peut capitaliser ces informations nouvelles qui seront acquises. Parce que si effectivement ça se généralise, ce qu'on souhaite, c'est de mieux connaître les sols, et donc comment est-ce qu'on peut recapitaliser cette information et en refaire bénéficier tout le monde. Donc je pense qu'il y a vraiment une collaboration à réfléchir entre le public et le privé. Alors justement. Alors on a quelques actions d'innovation qui sont des acteurs industriels en France sur le carbone du sol, où là il y a réellement une mise en œuvre avec des paiements d'agriculteurs qui commencent à démarrer pour stocker du carbone dans le sol, avec l'espoir pour les entreprises agroalimentaires de répercuter ça dans le prix des produits et d'avoir un étiquetage qui, par exemple, dise que ce produit, avec de la traçabilité, s'accompagne d'un bénéfice pour le climat. Donc les entreprises sont en fait très sensibles à ces arguments, parce qu'elles sont avec des objectifs de responsabilité sociale et environnementale importants. Donc tout ça, comment le conjuguer avec les actions publiques?
c'est vraiment la phase suivante, hein, c'est clair. Et Nathalie, tu avais la question sur l'agence de notation des sols qui est proposée par Greenback. Donc c'est un acteur aussi avec lequel le dialogue doit se poursuivre, puisque je crois que ce qui est proposé par la mission vient un petit peu changer le paysage dans lequel il se positionne. D'accord. Donc peut-être encore une petite question, vu l'heure, plus en fait sur éventuellement les conflits avec les questions économiques qu'impliquent certains des objectifs de la mission. Donc il y en a une question autour de notamment comment limiter l'importation de produits agricoles qui induit de la déforestation ou de la dégradation des sols. Et puis une autre question de Yves Le Buissonnet sur est-ce qu'il y a une convergence au niveau européen sur un objectif zéro artificialisation nette? Et si oui, quel levier avez-vous identifié au niveau de la mission par rapport à la pression économique et démographique? Donc voilà, à la fois le commerce international, on va dire, et à la fois en fait le développement économique interne. Oui, alors deux choses tout à fait importantes, effectivement. Donc il y a bien dans la stratégie européenne, je crois que c'est dans Farm to Fork, enfin de la ferme à la table, l'objectif de réduire la déforestation importée. La France travaille là-dessus avec une stratégie nationale de réduction. Et vous savez que on peut aussi voir ça dans le cadre, puisque la déforestation, c'est beaucoup d'émissions de carbone, de débat sur une éventuelle taxe aux frontières de l'Union sur le carbone, les produits à forte empreinte carbone. Donc, ce débat, il est lancé. Alors, d'un point de vue technique, il est même très complexe. Par exemple, savoir si du soja que vous importez, il est issu ou pas de la déforestation récente, c'est très difficile. Il n'y a pas vraiment de traçabilité. Donc, on peut s'attendre à ce que la mise en œuvre de ce genre d'objectif soit tout de même pas simple, mais personnellement, je suis convaincu que c'est très important. Je rappelle juste un chiffre, dans l'alimentation des Européens, il y a 20% des émissions qui sont issues de la déforestation importée, des changements d'usage des sols. Donc, c'est un poste qu'il faut absolument réduire. Alors, ce qui concerne maintenant le point sur zéro artificialisation, c'est en fait un débat qui est large. Il y a des exemples européens plus aboutis que d'autres, mais on n'a pas beaucoup travaillé dans la mission là-dessus parce que ça renvoie à des politiques qui n'étaient pas pleinement liées au sol. C'est vraiment des politiques d'aménagement. Il y a des enjeux sur le prix du foncier, il y a des enjeux économiques très importants. Donc, on n'a pas beaucoup progressé. Et je ne connais pas d'objectif de l'Union, alors peut-être que Marion me corrigera, mais sur zéro artificialisation nette. Marion? Je n'ai pas connaissance non plus d'un objectif comme ça, mais il faudrait que je vérifie auprès de mes collègues en charge de la politique des sols et du foncier. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Il y a encore quelques questions, je m'excuse auprès des personnes, mais j'avais trop de questions par rapport au temps disponible. Je pense que les grands thèmes, on a quand même eu l'occasion de les balayer. Et donc, je voudrais vous remercier. Je voudrais aussi dire que l'enregistrement sera disponible rapidement, avant la semaine prochaine. Les gens qui seront intéressés pourront découvrir ou revoir ce webinaire de présentation d'émissions. Et donc, je voudrais vous laisser le dernier mot. Pour conclure, Jean-François, Marion, Antonio, un mot de conclusion? Oui, merci beaucoup pour cette occasion de présenter la mission. Ça faisait partie de l'engagement que j'avais pris avec la Commission d'en parler, de dialoguer avec tous les acteurs en France. Donc, c'est une première étape et j'espère qu'il y en aura d'autres. Donc, merci encore à la FES et au Ernest. Et de même, merci beaucoup. Et de la même manière, en fait, en tant que représentant État membre, ça fait partie de nos missions de faire connaître cette mission au sein de l'État membre. Donc, on ne manquera pas de continuer
à vous tenir au courant, puisque vous voyez, finalement, on n'est qu'au début de l'aventure de cette mission. Et bon, pour moi, c'est toujours un plaisir de parler des données sols dont on dispose et de mettre en avant les programmes qui ont été mis en place en France pour justement amener ces données auprès des citoyens et auprès des utilisateurs divers et variés, que ce soit l'enseignement ou la recherche. Donc, on est toujours très content de mettre en avant ces données-là. Et comme le disait Jean-François aussi tout à l'heure, c'est que la France est assez en avance finalement sur ces questions-là. Merci. En tous les cas, on a l'impression que le sol a rarement été considéré comme aussi important dans les politiques publiques, donc on peut s'en réjouir. Espérons qu'on sera aussi nombreux à nous intéresser au sol, hein, et donc d'avoir dans le futur toujours des experts dont nous avons besoin dans ce domaine-là. Donc merci à vous et puis à bientôt. Au revoir. Merci.